Alors le sujet d'aujourd'hui est un peu particulier, économie et paysage. En fait, il ne s'agit pas à proprement parler d'un cours, mais de ce qui pourrait servir d'introduction à un cours sur l'économie et le paysage, qui pour l'instant n'existe pas, en tout cas n'existe pas dans les écoles qui s'occupent de paysage. Et c'est quand même une question qui nous a effleurés, nous a beaucoup intéressés, et nous manquons de données là-dessus, à l'école du paysage de Versailles, et en particulier quand on a commencé à travailler dans le cadre de l'atelier de troisième année sur ce que nous appelons le grand paysage rural. Grand paysage rural, c'est une partie du territoire considérable qui n'a pas beaucoup été analysée par les paysagistes qui se sont surtout intéressés à l'espace urbain et périurbain pour des raisons qui sont compréhensibles, surtout à partir du moment, à la fin de la Seconde Guerre, où il y a eu une extension des villes très importante, une commande très importante qu'on appelait à l'époque l'espace à aménager, qu'on appelait des espaces verts, qu'on appelle encore quelquefois comme ça. Et donc l'espace rural, qui est quand même une source considérable de paysages, a été relativement abandonné. C'est quand même ce territoire-là qu'on va regarder d'abord aujourd'hui. C'est les trois raisons principales pour lesquelles je pense qu'il faut aborder ce thème-là. C'est que nous sommes aujourd'hui, dans l'état actuel de la planète, sur un territoire de la Terre qui est complètement ou presque complètement anthropisé. Ça veut dire que la couverture de l'action humaine sur cette peau de la Terre est très très forte. La seconde raison, c'est qu'on tire notre substance de ça. Comment fait-on pour s'organiser, vivre dans l'espace, à la lumière de la troisième cause fondamentale, qui est aujourd'hui comment revisitons l'économie à la lumière de l'écologie. D'ailleurs, ces mots ont une même racine, oikos, la maison. Ce n'est pas complètement hasardeux si on doit les rapprocher. Alors, j'ai choisi cette image pour entrer en matière parce qu'elle est assez illustrative. C'est un dessin de Piem pour une couverture d'un texte d'Ivan Illich, et elle représente quelque chose qui est en rapport avec notre système économique fonctionnant sur un principe d'accumulation jusqu'à l'absurdité. Et cet enfant qui est sur son vélo, ou cet homme, on ne sait pas, qui rêve d'un véhicule, qui va rêver encore une fois d'un véhicule plus gros quand il en aura un, et ainsi de suite, jusqu'à la dimension maximale, et puis finalement il y mettra son vélo. Il y a donc là quelque chose à la fois de dérisoire et d'absurde et de très bien résumé, et qui est une bonne illustration du système dans lequel nous nous trouvons. Alors, l'exposé va aborder les questions historiques, les raisons historiques d'une transformation du paysage qu'on a déjà un peu abordée pour d'autres raisons, en particulier celles qui sont liées au tiers paysage, c'est-à-dire l'espace en déprise, qui a fait l'objet ici d'un cours, et l'espace en déprise prend de l'importance de façon très très grande à partir du moment où on change complètement les techniques d'exploitation du sol. C'est-à-dire à partir de 1950 environ en France, même si ça avait déjà commencé un peu avant, c'est-à-dire avec l'exode rural, qui commence au tout début du XXe siècle. C'est cette image, on voit quelque chose qui est hybride entre un paysage rural, encore un petit peu fermé, mais tout de même avec des parcelles assez vastes, et puis une grande parcelle centrale qui fait l'objet d'un remembrement important et se met donc à l'échelle de machines d'exploitation qui sont généralement gigantesques. Celles qui sont aujourd'hui en action sont en général disproportionnées par rapport aux surfaces qu'on exploite et très rarement amortissables. Mais enfin, on les utilise quand même. Donc ce paysage peut être envisagé dans le futur comme totalement vidé de sa population arborée, pour aller jusqu'à une exploitation unique
Entre les deux images, la précédente et celle-ci, vous avez d'un côté une polyculture possible avec un élevage et de l'autre une monoculture absolue. Ici, il s'agit de la canne à sucre et on est sur l'île Maurice, dans la partie nord de l'île, un endroit où il faut irriguer parce qu'il n'y pleut pas beaucoup, contrairement au sud de cette île. Ce qui justifie cette espèce de forme extraordinaire, c'est le système d'arrosage qui commande ça. Et d'ailleurs, cette forme-là génère des petits délaissés qui sont des parties en angle que les machines ne peuvent pas exploiter. Bon, je ne pense pas spécialement du mal des délaissés, comme vous le savez. Je dis seulement que tout aménagement, comme toujours, génère un délaissement. Une autre raison de cette, qui est plus anecdotique, mais qui est quand même très intéressante, de cette association entre le paysage et l'économie, est le fait que le système spéculatif dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est présenté globalement par les mécaniques de la bourse, naît à partir d'une plante, la tulipe. Il se trouve que Charles de l'Écluse, qui était un natif d'Arras au XVIe siècle, un remarquable botaniste et surtout un nomenclateur et un descripteur de très haute qualité, devient aussi un voyageur. Et après être passé par la cour des Habsbourg, finit son parcours aux Pays-Bas, à Leyde, où il installe son jardin. Et entre-temps, et ça se passait quand il était en Autriche, il avait reçu des bulbes de tulipes qu'il avait installés en Hollande, donc aux Pays-Bas. Et c'est devenu ce que vous savez, puisque la tulipe est un produit aujourd'hui commercial, encore aujourd'hui, de cette région-là du monde. Mais il se trouve que cette tulipe a été très appréciée, ils se sont multipliés, il y a eu des pépiniéries, les premiers pépiniéristes, on peut dire, et qu'un virus s'est installé sur la plante et lui a donné des variations, des aspects faciés avec des ponctuations qui, au lieu de faire mourir la plante d'ailleurs, l'ont conservée tout aussi belle, mais ont donné encore plus de valeur. S'est installée une spéculation fantastique sur cette plante, à tel point qu'on se vendait des bulbes, un peu comme un placement, qu'on espérait revendre plus cher plus tard. Et il y a eu la première grande crise économique, environ quelques années après la mort de Charles de l'Écluse. Il n'est pas à l'origine du processus de spéculation, il est juste à l'origine de l'introduction de la tulipe en Hollande, c'est tout. Et à ce moment-là, ceux qui avaient acheté des bulbes et qui commençaient à les revendre en se disant quand même on est en train de se ruiner pour une petite plante, ils avaient quand même payé le prix de 2 chevaux, l'attelage et quelquefois la maison, se sont retrouvés subitement sans rien quand les cours se sont effondrés. Ça a été la première importante crise que vous trouverez dans l'histoire éventuellement de l'économie à propos de la bourse. Et on peut s'étonner de ça, et de comment le jeu et la folie humaine se sont emparés de cette petite plante, aujourd'hui très commune, que tout le monde peut se procurer facilement, jusqu'à se ruiner, devenir sans maison, sans rien. Donc ça, c'était cette tulipe. Les tulipes que vous avez vues précédemment sont méditerranéennes. Celle-ci est un peu un emblème de ce qui se commercialise aujourd'hui. Et la tulipe qu'on voit peut-être pas très bien, mais qui est sur le côté droit de cette image, ici, c'est la tulipe de l'Écluse. Tulipa clusiana, qui porte le nom de Charles de l'Écluse, lui ayant adopté le nom de Clusius au cours de sa vie, comme beaucoup de scientifiques à cette époque adoptaient des noms latins. Alors, une série d'images qui représentent des paysages avec un modèle économique singulier, en commençant par les plus vernaculaires, donc intimement liés au pays, aux conditions naturelles du pays, et aussi ils seraient considérés aujourd'hui comme les plus pauvres ou les plus misérables, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des gens, et même encore aujourd'hui, qui vivent finalement peut-être pas si mal dans ces conditions-là. Là, il s'agit des Indiens Huros qui vivaient au moment où la photo a été prise, en 1971, sur les îles flottantes du lac Titicaca. Ces îles flottent quand le lac monte, quand il pleut, se déplacent, éventuellement se reposent sur le fond quand le lac baisse, et elles sont fabriquées d'une seule plante, qui est un jonc creux, ce qui fait qu'il
il y a cette possibilité, puisqu'il y a de l'air dedans, de flottaison. Mais ce jonc, en se décomposant, fabrique un humus. Et dans cet humus, ils peuvent cultiver. Ils cultivent très peu de choses. Beaucoup la pomme de terre, vous savez, les pommes de terre sont originaires de cette région du monde. Il y en a un très grand nombre de variétés. Mais en même temps, à partir de cette plante et de cette plante-là uniquement, c'est-à-dire que la diversité est très réduite. Vous voyez, on est à 4000 mètres d'altitude. Ils font des maisons, des embarcations, tout un matériel qui leur est indispensable et qui a aussi, en dehors de ce rôle que l'on voit qui est purement fonctionnel, un rôle esthétique indéniable. Il y a quelque chose qui est remarquablement bien résolu dans une économie très serrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres dépenses que l'usage d'une plante que l'on va collecter. Et surtout, et ça c'est quelque chose vers lequel je reviendrai tout à fait à la fin, un recyclage complet. Cette plante, en se dégradant, fabrique un humus qui permet à la plante de repousser. C'est évidemment un exemple économique qui ne peut que nous intéresser dans un système, disons, ou plus que ça, un espace qui est marqué par la finitude, c'est-à-dire où tout est compté et limité. Nous sommes dans l'enclos du jardin planétaire. Là, nous sommes limités, notre vie, aux limites même de la biosphère. Donc le principe du recyclage est fondamental. Voilà une de ces embarcations des Indiens oraux sur le lac Titicaca. D'autres économies modestes et en même temps qui ne sont pas complètement éloignées de l'industrie. Une saline aux îles Galapagos faisant vivre 5 personnes, puis une, et puis finalement s'étant arrêtée de fonctionner. Et il y avait, à l'époque où la photo a été prise, un gardien qui s'appelait Apollon et qui gardait cette saline en déshérence, et ça donnait un paysage, c'est un paysage économique purement, puisqu'il a été compartimenté d'une façon précise pour son exploitation, paysage très singulier. Un autre paysage singulier marqué par la géométrie, et toujours pour des raisons économiques, il y avait l'espoir au sud de la dune de Tinfou, qui est située complètement au sud du Maroc, et tout près du désert du Sahara, sous son influence en tout cas, de pouvoir irriguer une partie plane de cette région du Maroc à partir de l'eau du Dja, en estimant la canaliser, alors qu'en fait elle s'effondre, elle s'enfonce à ce moment-là, et elle ne ressurgit qu'au niveau de la mer. Alors avec des fascines fabriquées à partir des feuilles de palmier, l'idée avait été de capturer le sable pour empêcher qu'il ne vienne fabriquer des dunes encore à un endroit où on voulait un canal et de l'eau. Ce projet n'a pas eu d'efficacité. On n'a jamais pu exploiter cette eau du Dra des R2A en cette région-là. Ce paysage-là, qui est à cheval sur quelque chose qui donne au monde énormément de nourriture et donc qui pourrait être estimé comme étant à une dimension quasi industrielle et planétaire, et une forme d'horticulture et de jardinage, est un paysage très traditionnel de toutes les parties asiatiques et ailleurs dans le monde, Madagascar et même dans d'autres pays, où on cultive du riz. Et ici, ce qui est remarquable, évidemment, c'est la faible dimension des rizières, l'échelle horticole quasiment. Mais économiquement, il représente quelque chose de très particulier. Il s'agit d'une rizière à Bali. Cette rizière, ou ce riz plutôt, d'une très très haute qualité, a été, et l'est encore pour celui qui reste, parce qu'il a malheureusement partiellement disparu, vendu à Java dans des très bonnes conditions. Seulement, il se trouve que le gouvernement javanais, pour des raisons qui sont liées à une espèce d'obéissance au marché mondial, a décidé que cette variété de riz n'était pas du tout souhaitable parce qu'elle ne donnait que 2 récoltes par an et il en fallait 3. Donc on a imposé aux Balinais la nouvelle variété. Cette nouvelle variété exige des intrants. Ces intrants ont complètement pollué le milieu, ce qui fait que lorsqu'on s'approche de ce paysage remarquable, l'écosystème d'autrefois a disparu. L'écosystème est complexe ici. Il s'agit d'un ensemble de petites anguilles qui s'appellent les lindung là-bas, qu'on mange, qui sont des sources de protéines très importantes, de libellules dont on mange aussi les larves,
de petits poissons. Les oiseaux viennent manger tout ça, il y a des serpents, enfin il y a il y a une chaîne écologique très forte qui est associée à la rizière elle-même lorsque celle-ci est biologiquement en équilibre. Évidemment, elle ne l'est plus, en tout cas sur une assez grande partie. Heureusement, ils se sont rendus compte du problème et tout n'est pas couvert par cette variété-là de riz. C'est général sur la planète. La vente d'une semence qu'on a sélectionnée, éliminant toutes les autres, avec les produits associés qui permettent de faire pousser celle-ci, quel que soit le milieu du reste. Donc les vendeurs sont en général les mêmes. Autre paysage organisé complètement, les vergers. Cette série de vergers se trouve dans la plaine de Marrakech. On en trouve partout dans le Maghreb sur cette géométrie très précise. Et là, elle peut être à toutes les échelles. Il se trouve ici qu'elle est sous la régie royale, donc c'est très propre et très bien entretenu. Ça pourrait être chacune des parcelles sous la maintenance d'un seul petit paysan local. Mais ce que l'on estime être, et à l'échelle d'une toute petite exploitation, comme la vigne par exemple, qui a une forte rentabilité, dans certains pays, s'est étendu sur des surfaces considérables et a fait l'objet d'innovations à propos des machines qu'il a été nécessaire de mettre au point pour s'occuper de si grandes surfaces. Là, on est au Chili, sur un clos d'ailleurs qui est devenu un clos très célèbre, qui s'appelle le clos Apalta. Et ils ont compris au bout d'un moment que l'exploitation qu'ils faisaient, c'est un paysage qui couvre toute la plaine, de cette vigne sur la partie plane et qui donnait un assez fort rendement, ne donnait pas un si bon vin. Ou en tout cas, on pouvait faire mieux. Donc il fallait faire souffrir la vigne, les mettre dans des conditions plus dures. Ils ont commencé à planter sur les coteaux. Du reste, la photo est prise depuis ces coteaux, abandonnant progressivement les parties planes, ce qui forcément va changer complètement ce paysage un peu monotone. Aujourd'hui, c'est dans certains vignobles en tout cas, qu'on voit apparaître petit à petit des méthodes qui sont disons, empruntées à la culture biologique et même encore plus dans les dimensions les plus sophistiquées de cette culture-là, pour les raisons qui sont celles de la rentabilité et non du rendement. C'est-à-dire qu'on obtient des vins de très haute qualité qu'on peut vendre extrêmement bien. Et ce sont les vignerons qui s'en sont rendus compte les premiers. Donc il y a une petite progressive dépollution des sols qui étaient parmi les plus pollués sur la planète. Donc industrialisation, on passe de ces des foins, ces paysages ruraux qu'on trouve partout chez nous, aux emballages et aux ensilages qui changent complètement la lecture du paysage, qui donnent des dessins spéciaux. J'en ai déjà montré quelques exemples, dont ceux-ci qui sont assez réussis, si on veut, si on met à part tout ce que ça signifie économiquement et surtout écologiquement. Et au Canada, avec des boudins considérables de cette herbe mis en confiture, qui fermente un peu et que les vaches adorent, même si ça leur donne un peu une crise de foie, il paraît. Ou alors un paysage réduit à rien, c'est-à-dire où la monoculture, comme on l'a vu tout à l'heure avec la canne, est ici absolue et où il n'y a plus aucune espèce d'autre végétation. Là, on est en Californie. Donc ce sont des marques très fortes, tous ces paysages-là dans le monde, et ça correspond bien à une économie à chaque fois particulière. Ça vaut pour tout, y compris pour les forêts. Ici, une partie de l'exploitation forestière des massifs du Limousin autour du lac de Vassivière, une région qui, au début du XXe siècle, a été décrétée inutile. On a dit, elle ne sert à rien cette terre, on va planter des conifères. Ça s'est fait un peu au détriment des propriétaires, mais enfin, beaucoup ont accepté. C'était une époque de déprise et d'exode rural considérable, et les exploitations et les élevages ont été remplacés par la forêt. Alors, j'ai montré cette image déjà, qui explique bien qu'il s'agit là d'un projet économique fort et d'un placement. Là, je renvoie aux ouvrages de Bernard Liétard, économiste belge, qui fait d'ailleurs une très intéressante comparaison entre planter un pin qui est à relativement court terme et un chêne qui est à beaucoup plus long terme. Et qu'est-ce que c'est dans ce système-là qu'un placement long qui rapporte quand même et un placement court qui rapporte avec des risques et qui peut même faire s'effondrer le système. Le principe de la monnaie fondante, qu'il explique très très bien, il prend comme exemple ça, je ne vais pas me lancer
dans cette discussion-là aujourd'hui, c'est quelque chose que je conseille de regarder. Bernard Liétard. Exploitation violente, partout dans le monde, machine très au point pour arracher les arbres et finir par des sols nus sur lesquels on va replanter. Mais aujourd'hui, et depuis la tempête de 1999-2000, il y a eu une révision du principe, et même l'ONF s'est demandé s'il ne fallait pas, au lieu de replanter, car les arbres se sont couchés à ce moment-là, laisser la nature faire, et là il y a zéro investissement, et ne dépenser qu'au moment où on va récolter l'arbre. Bon, c'est évidemment quelque chose qui est plus compliqué, parce que ça veut dire qu'on rentre dans la parcelle de temps en temps pour enlever les arbres que l'on ne veut pas exploiter, et à la fin en exploiter un par ici, un autre par là. L'investissement se fait à la récolte et non pas à la mise en place. Une révision complète du modèle économique qui est toujours à l'étude d'ailleurs, il y a très peu qui soient passés à exécution véritablement. Ces modèles-là sont ceux de l'industrie rapportée au territoire rural. Je montre seulement cette image qui a sa valeur esthétique propre mais qui est très inquiétante. On couvre le sol avec un système qui prétend maîtriser le climat. Ce sont des serres en plastique parfois. Là, on est aux Canaries. On y produit tout ce que vous mangez à bas prix, qui se situe dans tous les supermarchés du monde et qui sont très discutables sur le plan de la santé pour les raisons des intrants que l'on y a mis, et qui en plus sont élevés avec des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas de personnes qui sont là un peu captives et qui viennent de pays pas si lointains, l'Afrique qui est juste à côté. Donc quand on sait tout ça, on se dit que même si c'est intéressant d'un point de vue plastique, on a envie de savoir autre chose. Modèle économique, modèle touristique mélangé. Là, j'en arrive à quelque chose de plus complexe. Il s'agit de la région de la Jeria, qui est située aussi aux Canaries, mais sur l'île de Lanzarote seulement. Il se trouve que là, les peu d'habitants qui sont venus s'installer sur ces îles peuplées par très peu de monde, c'était les Guanches qui ont presque complètement disparu, ont mis en place quelques techniques culturelles remarquables avec les pierres volcaniques pour fabriquer ce qu'ils appellent des socos, qui sont des petits murs. Ça se réfère au mot arabe souk, qui veut dire la protection. Et là, ils y ont mis des pieds de vigne ou des figuiers ou d'autres plantes comme des figuiers de Barbarie, c'est-à-dire des cactus. Alors, on voit tout ce travail qui, aujourd'hui, n'a plus aucune espèce de raison économique d'exister d'un point de vue de ce que ça rapporte si on en est l'exploitant. Mais comme c'est un objet touristique et qu'il y a 1 million de visiteurs sur l'île, ça devient extrêmement intéressant. C'est un paysage destiné à ça, c'est une espèce d'attrape visiteur. Très beau et fort intéressant, mur dirigé contre les vents dominants, petit cône où la pluie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie, il ne pleut jamais, mais où l'humidité en se condensant par certaines nuits, lorsqu'il y a de la brume, vient couler au pied de la plante, qui est une vigne ou autre chose. Donc une technique très au point et qui est tout à fait longue à mettre en place, puisqu'il a fallu épierrer et en plus rapporter cette poudre. On l'a prélevé ailleurs pour en faire un sol. Tout ça est volcanique. Mais aujourd'hui, il existe encore une culture économique là-bas qui donne un paysage très singulier, qui est celui de la tuna. La tuna, c'est le figuier de Barbarie. Il y a une 50aine d'espèces de ces figuiers-là. Cette plante est originaire du Mexique et d'autres régions autour. Elle a d'abord été importée dans les Caraïbes par un Français, d'ailleurs, au XIXe siècle, qui a décidé de faire le commerce de ce colorant qui est issu de la cochenille qui vit sur cette plante-là. C'est un petit animal mou qui ressemble à une cochenille farineuse, qui est blanche, et qu'on voit un tout petit peu sur cette image, ici. Vous en avez là. Donc ce qu'on élève, ce n'est pas cette plante, c'est la cochenille. Pour en faire un colorant, comme on s'est aperçu, alors ça c'est le E120, je vous le dis parce que si vous voyez dans la liste E120, vous avez le droit de manger ou de boire ce produit-là. Il est autorisé. Et en effet, il est moins dangereux, moins toxique que tous les autres colorants industriels qui se sont substitués très vite. Évidemment, ce marché, lorsqu'il y a eu les colorants synthétiques,
a disparu. Ça a servi à colorer en rouge les tissus de l'armée et un certain nombre de choses comme ça. Et aujourd'hui, comme tous les autres colorants synthétiques sont dangereux, on autorise celui-ci uniquement dans les produits alimentaires. Si vous prenez un Campari, par exemple, vous mangez de la cochenille. Il faut savoir. Donc il y a un tout petit marché qui reste là, qui donne un paysage. Voilà la cochenille, la femelle à gauche, le mâle à droite. Et aussi quelques systèmes anciens, aztèques d'ailleurs, qui étaient destinés à la collecte de ces cochenilles, des petits nids pour les récolter plus facilement. En paysage touristique, les Socos de la Feria, aménagement touristique. Là, j'ai que 2 images parce que je trouve que vraiment cette économie-là, mais je me suis peu intéressé à cette question. On est dans l'artifice absolu. C'est un intérêt discutable. On se trouve ici en Afrique du Sud, on a rasé le Fynbos pour faire quelque chose qui est une prairie qu'on va arroser. Et ce sont des espaces mornes lorsqu'ils ne sont pas utilisés, c'est-à-dire dans les périodes d'hiver là-bas. L'été pour nous, c'est donc un peu affligeant, si vous voulez. C'est une économie pourtant très importante. Et là, c'est l'absolu artifice. On est dans un paysage qui est créé de A à Z. Tout est faux. Les bâtiments, les ruines, l'eau. On fait des fausses vagues avec une vraie machine qui fait des fausses vagues. Donc, voilà. Et ça se passe à 2 heures au nord-ouest de Johannesburg. Ça s'appelle Sun City et on peut jouer au casino. Donc c'est une espèce de bulle comme ça. Mais quand on arrive dessus, alors qu'on cherche autre chose, on cherche une plante ou un animal ou je ne sais quoi, et qu'on passe devant ça, évidemment, on est un peu surpris. Alors maintenant, une question qui aborde, et là ça devient un peu particulier, à la fois les accords mondiaux qui fabriquent des paysages grandioses, gigantesques, et aussi les guerres qui vont avec. Ici, il s'agit des accords de Lomé. Les accords de Lomé ont été signés à Lomé au Togo en 1975 et ont cessé à peu près de s'appeler, en tout cas les accords de Lomé en 2000, pour s'appeler les accords de Cotonou. Mais enfin, ça a surtout correspondu à un changement très important du statut des pays qui étaient assemblés sous ces accords. Il s'agit de pays producteurs de différents produits de substances vivrières, et la canne à sucre en fait partie ici. C'est la canne dont il est question, et nous sommes à l'île Maurice. Pays qui se situe dans l'océan Indien, en Afrique et dans les Caraïbes. Et qui donc arrivait par ces accords, et c'était évidemment un gros avantage, et assez intéressant sur un plan général, je dirais éthique, de vendre leurs produits aux prix européens. C'est-à-dire qu'ils pouvaient les vendre en Europe aux prix européens. Alors pour un Européen, c'était le même prix que n'importe où ailleurs, mais pour quelqu'un qui habite là-bas et qui vend sa production, c'est extraordinairement intéressant de faire ce produit-là. C'est la raison pour laquelle le paysage de l'île Maurice s'est transformé en un champ de canne, beaucoup plus qu'à l'île de la Réunion, qui était juste à côté, parce qu'elle est en pente et que c'est plus difficile. Là, c'est beaucoup plus plat, c'est beaucoup plus aisé. Et c'est extrêmement rentable. En tout cas, pendant toute la durée des accords de Lomé, c'est rentable. C'est-à-dire que là-bas, on ne consommait pas de sucre de l'île Maurice jusqu'en 2000. On le vendait. Et on consommait du sucre d'Afrique du Sud. Et donc, étant donné que c'était si intéressant, il a fallu gagner de la surface sur le territoire. Et pour aller gagner ces espaces, on est allé dans des terres qui n'étaient pas du tout fertiles ou qui n'avaient jamais été exploitées. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces petits tas. Ces petits tas, ce sont des boulets de lave qui ont été rassemblés. Et on a épierré le sol pour faire la canne. Et comme ça gênait, au bout d'un moment, toujours pour des raisons de rentabilité de cette canne, de la vente du sucre, on a cherché à les éliminer et on a inventé une machine qui broyait les boulets pour en faire de la terre. Donc le paysage a changé en quelque temps. C'est d'abord devenu de paysage inculte à paysage cultivé, puis avec des tas comme ça, qu'on voit là. J'avais montré ça lors de la dernière image, lors de la séance précédente. C'est un paysage économique, et qui ont petit à petit disparu, comme sur cette image où on ne voit plus que
une île inexploitée, un morceau de tiers-paysage, un endroit où on n'a pu vraiment rien faire du tout. Et on ne fera jamais de canne à cet endroit-là. C'est donc redevenu uniforme, une grande monoculture. Mais en 2000, accord de Lomé terminé. Là, c'est plus du tout avantageux, et ce devient donc un autre système qui ne donne pas ce privilège à ceux qui produisent le sucre à l'île Maurice. Ils se désintéressent de certaines parcelles, et à ce moment-là, ces parcelles tombent en friche, et j'ai été moi, appelé à ce moment-là en tant que consultant, avait discuté avec le ministre de l'Agriculture locale, qui posait des questions sur la friche, sur l'enfrichement de ces parcelles, sur lesquelles il venait de mettre une taxe pour éviter que les propriétaires ne laissent le territoire s'enfricher. Vision culturelle, mais vision économique. C'est un jugement bizarre, mais en même temps, ça a des raisons. C'est qu'ils pensaient, et là c'est franchement culturel, que les touristes, puisqu'ils avaient dès lors tout misé sur le tourisme, abandonnant un petit peu la canne, que les touristes n'aimeraient pas voir de la friche. Et alors donc, comme les propriétaires n'avaient pas envie de payer cette taxe, ils ont passé des produits toxiques pour traiter. C'est-à-dire pour finalement éradiquer toutes les espèces qui avaient trouvé refuge sur cet espace-là. Nous sommes dans des espaces de tiers-paysage. La friche, c'est typiquement ça, c'est-à-dire territoire d'accueil à une diversité qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on était dans cette discussion qui n'a pas trouvé de solution parce que finalement, c'est la vision prétendue touristique qui a primé. Donc, on est censé ne pas avoir de friche à l'île Maurice. Une friche, au bout d'un moment, c'est une forêt. Hein. C'est pas très grave. Là, on arrive sur une petite question de guerre économique. À l'île Maurice, toujours, se situe le jardin de pamplemousse célèbre. Hein. Très grand jardin, mais botanique, strictement une collection. Beaucoup dû à Poivre, Pierre Poivre, un aventurier, un peu comme Charles de l'Écluse, mais en plus combatif, qui avait décidé d'aller trouver par le monde les épices que tout le monde tenait, dont les sources étaient tenues secrètes par les Hollandais. Ils exploitaient la cannelle et le giroflier et d'autres choses en Indonésie, dans les Philippines et ailleurs. Ils faisaient des fausses cartes navales pour que les gens se perdent et ne trouvent pas leur gisement. Alors Poivre avait décidé d'aller découvrir cette chose-là, et ça a été la rupture d'un monopole. Donc on est sur une petite guerre économique sans grands dégâts humains, mais en tout cas rupture d'un monopole tenu par les Hollandais à l'époque, qui sont des commerçants, comme on le sait depuis les tulipes, même peut-être avant. Et ça a été quelque chose de très bien regardé, à l'époque c'était Louis XVI, par l'État français qui trouvait là une action tout à fait remarquable. Ce jardin n'est pas visité aujourd'hui pour ces raisons-là. C'est un objet touristique lui aussi. Voilà la maison de Poivre et d'autres. Ceux qui y ont habité, c'était la Bourdonnais qui était le régisseur de l'île qui s'appelait l'île de France à l'époque. Et l'île Bourbon étant l'île de la Réunion à côté. Ensuite, c'est devenu, comme vous savez, anglais, puis aujourd'hui indépendant. Connu ce jardin pour ce grand bassin des nymphéas géants qui sont en fait des Victoria regia originaires d'Amazonie. C'est une collection où les plantes viennent de partout, mais c'est là qu'ont été acclimatés pour la première fois le giroflier, la cannelle et d'autres espèces qui valaient des fortunes. Il y a quand même eu des vraies batailles navales pour les épices. La guerre des épices est une réalité. Aujourd'hui, on trouve tout ça dans les têtes de gondole des supermarchés, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc voilà ce jardin tel qu'il est encore aujourd'hui, avec des collections d'arbres très importantes. Pour des raisons qui sont liées au temps que l'on a, je ne veux pas développer la question économique sur le paysage urbain, parce que là, on irait très loin. Mais quand même, ce paysage-là qui associe l'ensemble du territoire autour de la ville de Johannesburg à la ville elle-même. Nous sommes dans la ville dortoir de Soweto. Et cette ville existe pour des raisons économiques strictes. On y faisait venir et dormir des gens qui exploitaient les mines d'or juste à côté. C'est la fin d'une guerre, la guerre des bourgs, pas au moment où a été prise la photo. Le moment où a été prise la photo,
il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire une guerre qui a opposé les Anglais aux Hollandais, qui sont partout, hein, et qui avaient migré depuis la région, voilà, on va mieux voir sur cette carte, la région du Cap ici, après y avoir installé du reste des vignobles ainsi que les Français. Il y a toute cette région-là, avec la région de Franschhoek qui est située par ici, où il y a des très bons vins, pour aller jusque dans cet endroit ici, le Transvaal, où ils se sont installés. Et les Anglais, quand ils ont colonisé cette région qui se finit par s'appeler Cape Colony, avec Cecil Rhodes qui dirigeait tout ça, sont partis sous un prétexte complètement organisé en guerre contre les bourgs pour pouvoir avoir cette région-là où il y a les mines d'or. Et voilà le paysage de ces mines, c'est-à-dire ce qu'il reste aujourd'hui, puisqu'elles ne sont plus exploitées, mais il y a l'espoir de réexploiter les sables que vous voyez là. Ce sont des grands massifs tabulaires entassés, des déchets, après l'extraction de ces mines d'or. Et il y aurait des possibilités de retrouver de l'or encore en le reprenant, vous savez. L'or, hein. Voilà. Alors donc, Soweto, petite ville dortoir, tout petit parc public, le jardin Oppenheimer, un des rares qui existent, Kodak Park, un cadeau de Kodak, qui en fait est un terrain vague. Enfin, comme ils y avaient mis un banc et une poubelle, ça faisait un parc. Là, nous sommes en guerre. C'est une jolie image. Hein. C'est une image de pavot en Tasmanie. C'est un champ de Papaver somniferum. Papaver somniferum s'est répandu sur la planète tout entière pour des raisons diverses, et en particulier chez nous pour la culture pour l'extraction de l'huile des graines qu'on appelle l'huile de yette, une huile cicative beaucoup utilisée pour les armes. On est toujours lié à ça dans le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit d'une plante qui est très surveillée, comme le tabac. Là, on est en Berry, Champagne berrichonne. Tout à l'heure, on était en Tasmanie, mais enfin, ça ne fait rien. Il s'agit de la même plante avec laquelle on peut tirer la morphine, bien sûr l'opium, comme vous savez, et des produits qui sont importants à la fois en médecine et bien sûr en usage de stupéfiants. La guerre de l'opium a commencé, elle a duré une vingtaine d'années et s'est terminée en 1860. Elle était menée par les Anglais, puis par les Anglais et les Français. Elle s'est faite en 2 temps. Et ça a duré, comme je disais, 21 ans contre les empereurs mandchous, la dynastie des Qing. Il s'agissait, dans un pays qui était assez protectionniste et qui fermait ses frontières, d'exiger et d'obtenir une ouverture du commerce. Les Anglais détenaient le monopole de la vente de l'opium partout, parce qu'ils étaient maîtres dans les pays où on fabrique, où on élève cette plante, le Bengale, l'Inde et toutes ces régions-là. Ils dominaient toute cette région du monde. Et ils exigeaient, parce que c'était vraiment rentable, de pouvoir le vendre en territoire chinois. Ça se passait finalement en contrebande et ils voulaient l'officialiser. Mais ça n'a pas pu se faire, ils sont partis en guerre, car c'était pour eux fastidieux de continuer à rester dans un système d'échange entre le thé et quelques produits manufacturiers anglais. Ça n'était pas suffisamment intéressant, alors que la vente de l'opium était considérablement intéressante. Et donc il y a eu cette guerre, l'empereur n'acceptant pas l'idée de voir son peuple soumis à la drogue, car si en Chine c'était utilisé depuis toujours, la morphine en particulier, enfin le produit de cette plante-là, en médecine traditionnelle, ça ne l'était pas, ou exceptionnellement en fumerie d'opium. Vous voyez, les fumeries d'opium ont été installées, on peut dire, par les Anglais. Et donc ce peuple presque soumis à la drogue a fait peur à son propre empereur qui a dit c'est pas possible. Mais il a perdu, l'empereur. Il a perdu en 60 et ça a été le sac du Palais d'été à Pékin, le sac du Palais d'été organisé par les Anglais et les Français, car dans la deuxième, il y a eu deux temps, je vous le disais, les Français se sont associés à ce moment-là aux Anglais. Je ne sais pas comment les choses se sont faites très précisément, c'est une des choses dont nous pourrions avoir tout à fait honte.
le sac du palais d'été a été surtout le sac des jardins européens du palais d'été, jardin qui avait été commandé un siècle auparavant par un empereur chinois qui était admiratif des jeux d'eau de Versailles et d'ailleurs, c'est-à-dire là où on avait vu pour la première fois une technologie qui permettait de faire monter l'eau en l'air et non pas de la voir seulement en cascade. C'était les jésuites, encore une fois, qui étaient venus faire ce travail. Et ensuite, comme ça a été saccagé, le reste a été pillé. Ce qu'on voit là, c'est le reste d'une clepsydre qui donnait l'heure en même temps à partir de l'eau. Mais il y a toutes sortes de monuments qui s'échelonnent comme ça dans ce jardin extraordinaire, qui aujourd'hui est aussi un objet touristique, même en ruine, et qui s'appelle les palais européens les jardins européens du palais d'été à Pékin. Voilà, donc c'est un territoire en ruine, lié typiquement, en tant que jardin, mais on l'a vu aussi paysage, à une guerre économique. Il ne reste vraiment en bon état dans ces jardins-là que le labyrinthe, modèle mythique de notre civilisation méditerranéenne, disons, qu'ils ont emprunté à ce moment-là. Donc comment s'est passé, malheureusement je me laisse savoir, excusez-moi, alors cette inversion du paysage, on l'a vu, qui est due à une mécanisation, mais aussi à un changement des techniques en général sur notre territoire, donc un changement complet de ce paysage. Je dis inversion, c'est-à-dire partie plantée, boisée, segmentée, bocagère, en surface partout, mais partout exploitée à une certaine époque qui, en gros, est celle jusqu'au XIXe et début du XXe. Changement complet et inversion, avec abandon des parties en pente, exploitation des parties planes, les machines étant une des raisons principales de cette occupation du terrain. Et franchement, ça change totalement le paysage. La déprise, on l'a vu, elle est grande, elle est partout. En voilà une. Elle finit par un boisement, celui-là par exemple. J'ai montré déjà ces paysages qui étaient totalement cultivés autrefois à partir du belvédère des lichens dans l'Ardèche. Les parties qui restent aujourd'hui seulement minuscules, quand on voit les cartes postales d'il y a un siècle, c'était totalement ouvert et cultivé. Et voilà. Et donc tout a commencé à partir du moment où on a eu accès à des machines qui allégeaient le travail de la terre. Donc là, on voit la châtelaine qui rentre avec sa machine à elle et l'exploitant qui, lui, a une nouvelle machine, un Brabant Dolé. C'était une révolution. Il y a eu, à ce moment-là, on est à la fin du XIXe siècle, une inventivité extraordinaire de toutes ces machines-là, y compris sur notre territoire en France, mais une grande bagarre qui s'est très vite installée entre les fabricants de toutes ces machines, y compris celles qui venaient d'Angleterre et surtout des États-Unis. Là, on est encore en France, et vous voyez, la marque Puzna est essentiellement française. Alors ça renvoie à toute une façon de voir les choses, et en particulier le pays dans lequel on vit, qui retrouve des résonances, y compris actuellement. J'ai trouvé ces images dans un catalogue que je vous conseille de consulter si vous en avez l'occasion un jour, au Compas, qui est un lieu d'exposition sur les technologies et les métiers en France, et qui est situé à Chartres. Ça a été édité en 2006, c'est issu d'une collection d'affiches qui est tout à fait unique. Donc nous voilà avec ce matériel qui change la vie, et vous voyez qu'on a l'air très content. Même le loup devant le petit chaperon est désolé. On a donc toutes sortes de possibilités, c'est très sophistiqué, c'est encore l'attraction animale, mais ce sont des machines qui viennent d'ailleurs. On est en 1900, le soleil se lève. Et arrivent les McCormick, qui est une grande révolution, mais vous voyez que là, ce n'est plus le paysan qui conduit, c'est le gentleman farmer, on est dans une autre vision. Pas pour tout le monde, parce que chez Renault, on est encore dans la tenue de l'ouvrier. D'ailleurs, Renault, à ce moment-là, est celui qui a développé toute une industrie pour le monde agricole et contre Citroën, qui s'était lancé dans des modèles de voitures utilitaires. Donc, on est content
comme vous voyez, même avec l'illusion qu'on pourrait se reposer. Et là, on ne travaille presque plus la terre. C'est une forte... c'est pas qu'une illusion, c'est vraiment une volonté d'expliquer que tout va mieux, qu'on va enfin pouvoir alléger le travail manuel. Vous voyez, ça, c'est après les machines, les engrais. Là, il y a véritablement l'idée qu'on est sauvé grâce à ça. Et d'ailleurs, on peut faire la sieste. C'est très important. Vous voyez, toutes les usines qui aujourd'hui n'existent plus du tout, qui fabriquent tout ça, c'était Saint-Gobain, et la publicité pour les engrais chimiques. Tout le début, enfin, tout ce dont nous héritons aujourd'hui, qui est un sol stérilisé dans l'agriculture conventionnelle, commence à cette époque-là. Il a fallu un certain temps pour arriver à cette stérilisation. Elle est due à ces techniques qui progressivement ont tué la vie du sol à partir de l'apport des engrais tel qu'on l'a fait, mais au départ, en toute bonne conscience. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que ça pouvait être dangereux un jour. Donc ça a duré quand même très longtemps. Vous voyez, tout, c'est le paradis, et c'est même de l'or. Voilà, et pour tout le monde, hein, les enfants, etc. Et puis même, donc on vous explique la potasse. Et quand j'ai... Oui, alors ça, on ne savait pas. Il y avait aussi des engrais Dior. Bon. Et puis des produits dont on a complètement oublié le nom. Vous voyez, la coltarine va nous assurer de bonnes récoltes en pasteurisant la terre. Cette idée de la pasteurisation de la terre, c'est-à-dire de la stérilisation, elle était réelle. Elle aboutit d'ailleurs. Hein. Le sol est mort aujourd'hui. Pour retrouver la vie, le sol, c'est un écosystème extrêmement complexe. Il faut une dizaine d'années dans les meilleurs cas. Et ça touchait tout, y compris le monde horticole. Alors là, on a la roburgine, l'hypnol, le stérisol, ça dit bien ce que ça veut dire, et le morterbe, qui est terrible. Bon. Il y a même le puantrol. Enfin, il y a un délire d'imagination extraordinaire qui circulait partout et qu'on a évidemment oublié parce que c'est assez ancien maintenant. Alors on est bien dans l'idée que si on a ça, on devient riche et même on fume le cigare, et sinon on est maigre et ça ne va pas du tout. Et puis il y a des mauvaises herbes partout. Donc c'est très installé et on l'enseigne toujours. On enseigne toujours dans les lycées agricoles, où je vais moi-même enseigner, autrement, on enseigne toujours ça. Voilà. Et c'est QFD, ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans tout ça. Quand j'étais étudiant, d'ailleurs, il y avait NPK, hein, l'azote, la potasse, le phosphore, sans quoi on ne pouvait pas vivre. Voyez. Donc maintenant, on sait qu'on peut, et tout a changé. Les cultures bio sont des cultures qui ont fait leurs preuves et avec des démonstrations très parlantes, mais à cette époque, non. Donc à partir de là, on peut consommer. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on laisserait filer cette affiche, mais c'était en tout cas ce qui était attendu. Lié à ça, et là c'est la vision un peu tragique et difficile de l'histoire, il y a depuis toujours le fait que ce travail de la terre, il est dur, mais il est pour tout le monde. C'est ce qui permet de nourrir la population entière, mais en même temps, toutes ces guerres qui sont des guerres où le travail paysan a été fondamentalement impliqué, sont des guerres qui ont laissé les paysans quand même dans l'état de pauvreté dans lequel ils étaient, et on voit qu'eux, ils sont sur le terrain, mais eux, ils souffrent aussi. C'est une des images de ce catalogue qui a été édité en 1900 au propos des grandes journées populaires et qui ne se réfère finalement qu'aux guerres et à l'argent entremêlé, c'est-à-dire au placement, au fait qu'il faut financer ces guerres, et on fait encore une fois appel à ceux qui ont le terrain pour ces choses-là. Donc on leur demande d'acheter des emprunts, de placer leur argent, l'emprunt de la défense nationale. Voilà, il part à la guerre. Il laisse ses enfants. Le musée de la Grande Guerre
à Péronne montre extrêmement bien tout ça. Évidemment, vous savez ce qu'il en est arrivé, puisque peu de gens sont revenus, peu de ces hommes, et ça a été un immense désastre. Donc, associé au travail du sol, l'emprunt national, une image de 1920, la guerre, encore une fois, liée à la culture, à l'agriculture, donc à tout ce paysage qui va avec toutes sortes d'avis. Là, ce sont des décisions de guerre où on réquisitionne les animaux, où on surveille absolument toutes les productions. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, Dieu merci. Bon, évidemment, même aussi un emprunt de la paix quand la guerre est finie. Donc, on est toujours sous cette espèce de coût COIP de l'économie liée à la production. Et puis, quelque chose qui se renforcera jusqu'avant les années 50, enfin disons jusqu'à la fin de la guerre ou presque, la dernière guerre, c'est-à-dire un nationalisme montant. Il s'agit de l'emprunt national, il s'agit de... Ce mot il revient constamment, et même on cite d'une manière très officielle sur ces affiches, enfin oui, il n'y avait pas de raison à l'époque, c'était normal, un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Ça, c'était le maréchal Pétain. Un champ qui tombe en friche aujourd'hui, c'est un peu d'espoir pour l'oxygène demain. Donc c'est tout. Hein. On peut voir les choses tout à fait autrement. Mais ceci gagne tout le monde, c'est général en Occident, et on voit comment ici la guerre, l'agriculture, le paysage qui est lié se trouve associé aux mécaniques de l'économie, avec toutes les critiques qui sont portées là-dessus, sur les monopoles. Et à l'époque, il y a tout un organe qui s'appelle l'organe de l'Union des intérêts économiques, qui est plutôt organisé par le patronat, bizarrement, et qui fait la critique des monopoles. C'est assez étrange, qui fait la critique de l'impôt sur le capital, alors que ce sont eux qui deviendront les plus grands capitalistes tout de suite après. Seul l'argent pourra se cacher, mais ce sont eux qui cacheront l'argent, vous voyez, seul l'argent pourra se cacher. Donc c'est quelque chose d'étrange que d'avoir voulu mettre le monde paysan dans la situation d'être les seuls détenteurs d'un capital qui était en réalité foncier, et d'avoir obtenu d'eux l'argent, le peu d'argent qu'ils avaient pour faire fonctionner une machine qui leur échappera complètement. Donc il y a eu toute cette période-là. Et puis la méfiance, alors là qui est toujours actuelle, on pourrait dire, entre la méfiance à bas l'intermédiaire, et la méfiance des intermédiaires. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui les circuits de la grande distribution, c'est-à-dire ce qui se trouve entre la production et le consommateur. Et ce qui fait dire qu'on aurait intérêt, ça c'est quand même une critique assez justifiée, de revenir vers un paysage où on aurait une production locale et peut-être à une échelle désindustrialisée avec une distribution locale. Les travaux d'Antonio Magnaghi portent là-dessus notamment. Et enfin, le plan Marshall, qui est un plan politique, économique aussi, mais politique, qui va aider beaucoup l'Europe au moment où les Américains qui ont gagné cette guerre, on peut dire, décident d'aider l'Europe en difficulté, mais en même temps ne font pas ça complètement de façon désintéressée. Il s'agit d'un rempart contre le communisme, il s'agit aussi d'écouler un matériel qu'on a vu tout à l'heure, et aussi des produits chimiques, dont certains sont d'ailleurs des stocks invendus de la guerre. Certains produits qui entrent dans les compositions des produits agricoles viennent de substances qui étaient utilisées, comme elles ont été utilisées plus tard au Vietnam, et qui ont été purement imaginées pour des raisons militaires. Donc on en est là aujourd'hui, la force vive, plus ou moins vive, mais en tout cas cette image se rapproche un peu de nous. Elle est ancienne, mais elle représente encore, disons, à la fois le paysage et une certaine confraternité, on va dire, du monde paysan, qui est divisé en deux groupes aujourd'hui, façonnant deux types de paysages différents. Un qui est très ouvert, avec un rendement très fort, une culture intensive, les machines et les engrais. Un qui est complètement diversifié, qui ne ressemble pas à ça,
et qui est avec d'autres types de méthodes et qu'on appelle l'agriculture ou l'élevage biologique. Le modèle économique tel que ce dessin le représente ici, ce n'est pas vraiment uniquement le modèle économique, c'est peut-être un modèle socio-économique, est donc en train aujourd'hui de s'effondrer. Ces dessins que je montre là ont été proposés pour la Biennale d'art contemporain de la ville de Melle en 2009, et ils représentent une proposition, une vision, comme ça, sans autre prétention. Mais en même temps que ce système s'effondre pour les raisons que l'on connaît, qui sont ceux d'une spéculation incontrôlable sur des produits qui restent à moitié incontrôlables eux-mêmes et qui sont dans le virtuel, en même temps que cette chose-là s'effondre, elle s'effondre parce que tout le système de spéculation est lié d'une façon ou d'une autre depuis les années 80 à un système classique de l'économie qu'on aurait dit être réel au moment où les banques de dépôt et les banques de spéculation ont été fusionnées. Ça date des années Reagan-Thatcher, comme vous savez. Et donc, il est logique que quelque chose là, dans le jeu, puisqu'il s'agit d'une mécanique purement du jeu, dans ce grand jeu de poker, à un moment donné, on perd. Alors là, je trouve que puisque tout est lié, même ceux qui ont mis 1 centime sur un compte qu'ils croient être un compte de dépôt sont dans la mécanique du jeu, même s'ils ne le veulent pas. Donc, une des premières mesures serait forcément de séparer ça. Mais en même temps que cette affaire-là se trouve mal en point, partout ailleurs, et ça se passe dans le monde entier, des initiatives économiques de production et de distribution, de vie tout simplement, sont à l'œuvre. Alors ça, c'est l'idée d'une colonne qui s'effondre, un système bien construit, mais qui finalement ne tient pas. Et pour l'instant, on aurait, si on voulait regarder les choses autrement qu'à travers ce que l'on nous dit par les médias officiels, un tableau atomisé d'actions très désolidarisées les unes des autres. Il n'y a pas de fédération entre eux, de systèmes économiques ponctuels qui représentent le travail de petites associations, quelquefois de petites villes. Les villes en transition, qui ne sont pas si petites, en Angleterre notamment, sont les exemples de ça, avec des économies particulières, avec des monnaies indépendantes, se désolidarisant d'un système planétaire pour des raisons de danger, tout simplement. Ça crée forcément des paysages particuliers. Alors voilà, admettons une ville ou un village en transition, des économies localisées, mais des échanges distants obligés, puisqu'il y a des choses que l'on ne peut pas ne pas échanger, certains produits vivriers comme certaines substances immatérielles. Ce système-là, vous le savez, met un nombre de gens considérable en très grande difficulté. C'est une image des indignés sur la Puerta del Sol à Madrid. Nous sommes actuellement dans cette situation-là. Et il se trouve que l'année dernière, travaillant sur je vais être en retard de 5 minutes et vous m'excuserez, sur un territoire entre la Creuse et l'Allier, un groupe d'étudiants dont je cite les noms ici, Emeline Brossard, Thibaut Guézet, Thomas Orceau et Jean-Christophe Pigeon, ont fait la proposition d'un travail sur le paysage, ce sont des paysagistes, qui s'appelle le paysage du désendettement, ils l'appellent comme ça. Alors, je me suis permis de leur demander la permission d'en parler. Je ne vous développerai pas le projet puisque ce serait évidemment trop long. Disons simplement qu'ils passent dans leur proposition d'un paysage comme celui-ci, qu'ils appellent endetté, à un paysage désendetté, avec une multiplicité d'interventions qu'ils développent ensuite avec les dessins et les propositions convenables. Je trouvais que le terme était intéressant et la proposition plus ou moins viable. La question n'était pas là puisqu'on leur demandait une utopie. Ils avaient beaucoup de droits. Ces utopies sont actuellement pas complètement des utopies. Dans certains pays du monde, ça fonctionne à des échelles petites. Nous avons travaillé avec des étudiants de Versailles aussi sur le Cambodge, où on voit des systèmes de production, de distribution locale. Ces petits propriétaires sont invités à vendre leur terrain à des prix qui ne sont pas très chers, mais qui pour eux représentent des sommes apparemment considérables. S'ils le font, ils finissent au bout de 2 ans mendiants à Phnom Penh ou ailleurs, parce qu'ils ont perdu
un lieu de production qui était la seule source pour eux vitale. On est aujourd'hui sur une situation où les territoires de production vivrière deviennent des trésors. Ce n'est pas hasardeux s'il y a des spéculations sur les produits vivriers aujourd'hui. Les systèmes de production et de distribution locaux existent partout dans le monde. Celui qui m'a le plus intéressé récemment est au Vanuatu, parce que les objets de production ne sont pas des déchets en puissance. Je vais y venir tout de suite, vous m'excuserez pour le délai. Il s'agit d'objets fabriqués à partir de produits naturels et les prix sont marqués sur les aliments. Donc on n'a pas d'étiquette non plus. C'est intéressant, hein, c'est un bâtiment moderne, c'est aujourd'hui, ça s'est passé l'année dernière. On sait comment cultiver même sur des très grandes surfaces, avec tout à fait d'autres techniques. Ça, c'est au Brésil, sur plusieurs centaines d'hectares, une culture qui est dite en semi-direct, où on ne laboure plus, où on ne met plus d'intrants. On est tout à fait dans d'autres modèles économiques et techniques. Et bien sûr, de productions qui sont aussi bien des productions horticoles que des productions à grande échelle. La question de la gratuité est évoquée. Ça, c'est une image faite par un de mes anciens élèves aussi, qui s'appelle Guylain Roussel. Je lui emprunte cette plante qui a été introduite pour faire de la soie en France, qui est lélante, est aujourd'hui partout, mais elle est partout dans les endroits où d'autres ne pousseraient pas, et elle est gratuite, on peut dire, puisqu'elle vient toute seule. De montrer du doigt, puisque justement, elle vient toute seule. C'est comme ça. Et ici, nous débouchons sur ce que c'est que notre société aujourd'hui, qui se préoccupe de deux choses importantes, la construction écologique et le recyclage. Le recyclage étant quelque chose qui est au balbutiement et peut-être même à peine imaginé. On ne sait pas encore très bien comment faire. Ces constructions existent, ce sont des collèges, des habitations, ça c'est un lycée. L'énergie y est produite directement, il y en a même en trop quelquefois, donc on sait comment faire autrement. On sait récupérer l'eau de pluie, on sait la filtrer, la recycler, ainsi de suite, isoler avec des toits comme cela. Ça donne d'autres paysages. Pour nous, c'est important. Donc la question même du recyclage, que cette image évoque, comment un arbre fait pour vivre des produits sur ses propres déchets, comment fait-on pour remettre dans l'environnement l'énergie qu'on lui prend, quel est le projet économique qui correspond à ça, quel serait le paysage qui correspond à ça. L'herbe a les mêmes capacités que l'arbre, ce n'est pas une question d'échelle ni de pouvoir. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un travail d'un artiste qui l'appelle, Thierry Fontaine appelle cette composition l'île sauvée. Quelle serait notre île sauvée à partir de ce que nous produisons? La maison déchets à Nantes est une fabrication récente que tout le monde peut visiter et on peut louer des chambres pour y dormir. Elle est fabriquée avec exclusivement des déchets. C'est des palettes, ça c'est pas un déchet toxique, hein, mais il y en a d'autres qui demandent des traitements. Tout ça est surveillé. C'est un peu à la mode, ça a été très médiatisé, mais enfin ça existe. C'est donc un tout début. Est-ce qu'on peut inventer une ville recyclable? Alors, vous m'accordez encore 5 minutes. C'est un sujet, je suis désolé, hein, c'est rare, je dépasse. Bon. Mais enfin, voilà, quelque chose qu'étudie aujourd'hui un groupe de jeunes sur la question, ça s'appelle Recyclopolis. Ça part de l'époque où nous faisons la soie en France, ça se passe à Lyon, on vante la soie, voilà les parachutes français, on tisse cette soie, c'est le bombix du mûrier, mais il y a beaucoup d'autres bombix. On fait ça beaucoup à Lyon, ailleurs, en Ardèche, dans les Cévennes. Les papillons, qui sont très nombreux, qui peuvent produire cette soie, produisent des soies de nature et de qualité différentes, sont élevés là, mais surtout le bombix du mûrier, parce qu'il est facile, évidemment, à élever. Il y en a d'autres qui vivent sur le chêne, etc. Et l'usine Taz, qui était une des dernières usines à fabriquer la soie, aujourd'hui en menace de destruction complète et un petit peu sauvée ou sauvegardée, on va surveiller par un groupe d'activistes, on va dire, qui veulent imaginer son recyclage précisément et qui ont fait l'objet d'une petite publication Recyclopolis, si vous voulez vous y référer. Comment fait-on aujourd'hui ? Malheureusement, on continue à traiter. Voilà un cimetière dans la baie de la Somme. On vous dit surtout, vous approchez pas, on est en train de traiter. Alors voilà ce qu'on fait, c'est qu'on désherbe. Hein. Donc c'est encore une fois lié à la guerre. On vous dit quand même ces produits, c'est dangereux.
D'ailleurs, on n'a pas le droit de les emmener en avion. Et ça, c'est l'endroit où on met tout ce qui n'a pas... Les bombes, les couteaux et les désherbants, etc. C'est dangereux. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on ne va pas la retourner ici, je n'aurai pas les possibilités de le faire. Il s'agit de nos jardiniers. Ils sont gentils, hein. Ils sourient. Ils m'ont donné l'autorisation de les photographier, mais ils sont armés. Ils ont d'ailleurs un casque. Ils ont une arme à la main. Et ça, c'est l'image du matériel qu'on trouve toujours dans le musée de la guerre. On n'est pas loin. On a des armes idiotes, inutiles. On peut à la rigueur souffler sur le goudron, mais enfin encore, on vous demande pourquoi il faut faire tout ce bruit. Ça enlève l'humus en général, enfin c'est idiot, quoi. Mais c'est une nuisance de A à Z. Et d'ailleurs, vous voyez, celui-là, il a, même avec une tenue de camouflage, pour se faire pardonner, il va à la chasse, à la feuille, qui va peut-être revenir dans l'autre sens avec le vent, d'ailleurs, on ne sait pas. Enfin, il y a quand même une certaine absurdité. Mais à Central Park, à New York, l'année dernière, on a vu quand même un jardinier avec son râteau. Ce n'est pas pour revenir en arrière, c'est juste pour revenir à quelque chose de plus intelligent, où on dit qu'on fait de l'humus avec ça. Ils ont compris. Je termine avec ces images qui sont celles de Luc Schuiten, qui est un architecte belge, visionnaire et un peu poète, évidemment, parce qu'on n'est pas prêt d'avoir une ville comme ça, mais où il imagine que tout est réglé. Et finalement, l'énergie est toute produite partout, tout est recyclé comme il faut. On est dans un pays et dans un paysage idéalisé, un peu à la façon des bandes dessinées qu'on trouve dans ce pays souvent. Dernière image qui annonce le cours de la fois prochaine sur les cosmologies, c'est-à-dire la façon dont on voit le monde a une répercussion immédiate sur la façon dont on s'en occupe. Merci.